Bonjour, je m'appelle Adrien Harrington, j'ai 42 ans. Je suis colonel dans l'armée de l'air américaine et je serai officiellement général de division dans quelques semaines. Je suis né à Charleston, en Caroline du Sud, dans une famille souvent qualifiée d'empire. Landmark Holdings, le plus grand conglomérat immobilier de l'État, dirigé par mon père, Edmund Harrington. Mais si vous pensez que j'ai grandi dans le luxe, choyé comme les enfants d'une famille puissante, vous vous trompez. J'étais un marginal, une note discordante dans la grandiose symphonie de la maison Harrington. Et cette histoire commence peut-être avec les jours où j'ai réalisé que je n'avais pas ma place dans le monde dans lequel j'étais né. Je suis le cadet d'une fratrie de 4. Au-dessus de moi se trouve mon frère aîné, James, et en dessous mes 2 sœurs cadettes, Charlotte et Evelyn. Aux yeux du monde extérieur, nous étions les chanceux, nés avec le nom Harrington, synonyme de richesse, de pouvoir et de privilèges. Mais la vérité n'était pas toujours aussi éclatante que les lustres des somptueuses fêtes que mon père organisait. Pour moi, le nom Harrington n'était pas une couronne. C'était une ombre, froide et pesante, qui pesait sur chacun de mes souffles depuis mon plus jeune âge. Je me souviens des soirées dans notre grande maison où les murs lambrissaient d'ébène et les tapis persans racontaient des histoires de richesse. Mon père, un homme grand et au regard perçant, s'asseyait au bout de la table à manger et racontait des transactions de plusieurs millions de dollars qu'il venait de conclure ou que le prestigieux bien immobilier avait acquis. James, avec un sourire suffisant, intervenait, ajoutant quelques remarques pour s'attirer les faveurs de son père. Charlotte et Evelyn, bien que jeunes, savaient acquiescer, feignant l'excitation devant des chiffres et des plans qu'elles comprenaient à peine. Et moi? J'étais assis là, tranquillement, serrant contre moi un livre sur les avions ou un bout de papier où j'avais griffonné des dessins grossiers de F-16. Je n'avais pas ma place dans le monde des affaires de mon père. Ce que je voulais, c'était voler librement dans le vaste ciel. Être soldat, c'est pour ceux qui se contentent de la médiocrité sans ambition, disait un jour mon père, d'une voix froide comme un vent d'octobre. J'avais 12 ans la première fois que j'ai entendu ces mots, partageant avec enthousiasme mon rêve de devenir pilote. Je pensais qu'il plaisantait, comme les pères taquinent parfois leurs enfants pour les pousser à faire plus. Mais son regard, dénué de chaleur ni d'encouragement, m'a fait comprendre que ce n'était pas une blague. James a éclaté de rire. Charlotte a gloussé. Et Evelyn, la cadette, m'a simplement regardé avec curiosité. Ma mère, la seule qui semblait me comprendre, a posé une main sur mon épaule, mais n'a rien dit. Elle n'a jamais osé parler devant mon père. Dès lors, j'ai appris à garder mes rêves pour moi. J'ai arrêté de parler d'avions ou des livres de stratégie militaire que j'empruntais à la bibliothèque. J'ai arrêté d'essayer de me faire voir par mon père. Mais je n'ai jamais cessé de rêver. J'ai dévoré tout ce que je pouvais sur l'aviation, de l'histoire des escadrilles de chasse à la façon dont un avion pouvait naviguer dans la tempête. Je regardais en cachette des documentaires sur l'US Air Force sur la petite télévision de la chambre de l'intendante. Madame Rosa, la seule personne de la maison qui ne me traitait pas comme si j'étais superflu. Madame Rosa était une lueur d'espoir à cette époque. Elle était notre gouvernante de longue date, avec ses mains calleuses et son sourire chaleureux. Adrien, elle disait souvent, ton cœur appartient au ciel. Ne laisse personne te ramener au sol. Elle était la seule à m'écouter parler de mes rêves, des moments où je m'allongeais sur l'herbe derrière la maison, à regarder les avions tracer des traînées blanches dans le ciel et à m'imaginer aux commandes. Madame Rosa ne s'est jamais moquée de moi ni ne m'a dit que je n'étais pas à la hauteur. Mais à part elle, personne dans ma famille n'accordait de valeur à ce que j'aimais. James, mon frère aîné, était la réplique parfaite de notre père. Vif, intelligent et farouchement ambitieux. Il a étudié l'économie dans une université de l'Ivy League, son père payant les frais, lui offrant un appartement luxueux près du campus et une BMW pour sauver les apparences. Charlotte et Evelyn n'étaient pas différentes. Elles étaient envoyées dans des écoles prestigieuses, recevaient des robes de luxe et des vacances en Europe. Chaque fois qu'elles réussissaient quelque chose, même une petite dissertation réussie, leur père les félicitait publiquement comme s'il s'agissait d'une victoire monumentale. C'est ça, le sang des Harrington, disait-il, les yeux brillants de fierté. Mais pour moi, il ne me regardait jamais plus de quelques secondes. Je n'étais pas jalouse de mes frères et sœurs, du moins pas comme on pourrait le croire. Je ne voulais ni voiture ni fête fastueuse. Je voulais juste être vu, reconnu, ne serait-ce qu'une fois. Je voulais que mon père me regarde et me dise « Adrien, tu as bien travaillé ». Mais cela n'est jamais arrivé. Au lieu de cela,
j'ai eu droit à des hochements de tête et à des remarques à peine voilées sur le fait que je gâchais mon potentiel ou que je choisissais une voie indigne de la famille. À chaque fois, je me sentais rapetissé comme une tache d'encre sur la toile parfaite des Harrington. À 16 ans, je savais que je devais tracer ma propre voie. J'ai passé des heures à la bibliothèque à chercher des bourses pour les programmes de formation de l'armée de l'air. J'ai travaillé à temps partiel dans un garage automobile pour pouvoir m'acheter des manuels de préparation aux examens. Je n'en ai parlé à personne, pas même à ma mère, de peur qu'elle ne s'inquiète ou, pire, qu'elle n'en parle à mon père. Puis, un jour de printemps, alors que les aélas et les magnolias fleurissaient à Charleston, j'ai reçu une lettre de l'Académie de l'armée de l'air américaine. Une bourse complète. J'avais réussi. J'avais ouvert une porte que personne dans ma famille ne pensait que je pouvais toucher. Le jour où j'ai quitté la maison, j'espérais encore quelque chose. Un câlin de mon père, un souhait de bonne chance de James, ou même un signe de la main de Charlotte et Evelyn. Mais alors que je traînais ma valise jusqu'à la porte d'embarquement, seules ma mère et Madame Rosa étaient là. Ma mère me serra fort dans ses bras, des larmes coulant silencieusement sur mon épaule. « Tu es ma fierté », murmura-t-elle d'une voix étranglée. Madame Rosa m'a tendu une boîte de biscuits maison, a souri et m'a dit « Prends ton envol, jeune homme ». Mon père n'est pas venu me saluer. James était au bureau de l'entreprise, et Charlotte et Evelyn étaient occupées à faire les courses. Je suis monté dans le bus, regardant la majestueuse demeure disparaître par la fenêtre, et je me suis dit que je ne regarderais plus en arrière. À partir de ce moment-là, j'ai coupé les ponts avec ma famille, à l'exception des lettres que j'envoyais à ma mère chaque année pour son anniversaire. Elles étaient courtes, juste quelques lignes sur ma vie, ma formation de pilote, mes longues journées à l'académie. Je n'ai jamais évoqué les difficultés, les nuits blanches à étudier, ni les moments où je me demandais si j'avais la force de continuer. Je ne voulais pas qu'elle s'inquiète, et surtout, je ne voulais pas qu'elle pense que je cherchais la pitié. J'avais choisi cette voie et j'y arriverais même si je devais la mener seule. L'Académie de l'armée de l'air a été le plus grand défi que j'ai jamais relevé. Les premiers jours ont été comme une tempête. Se réveiller à 5 heures du matin en courant. Sous la pluie froide, j'étudiais des matières comme l'aérodynamique et la stratégie militaire, exigeant une concentration absolue. Il y avait des moments où j'avais envie d'abandonner, où mes mains tremblaient d'épuisement, où les mots de mon père résonnaient dans mon esprit. Tu n'es pas assez bon. Mais chaque fois, je pensais aux yeux de ma mère, au sourire de Madame Rose, et je me disais, je dois le faire, non pas pour eux, mais pour moi. Les premiers mois à l'Académie de l'armée de l'air furent une lutte acharnée, non seulement contre le programme exténuant, mais aussi contre moi-même. Je n'étais ni le plus brillant en classe ni le plus fort sur le terrain d'entraînement. Beaucoup d'autres cadets élevés dans des familles de militaires semblaient nés pour cet endroit. Ils savaient se tenir droit, aboyer des ordres et rester calmes face aux instructeurs qui leur hurlaient au visage. Et moi, j'étais le garçon de Charleston élevé dans des pièces remplies de tapis persans où la discipline était un mot étranger au dictionnaire de mon père. Mais cette ignorance m'a appris une chose, si je voulais survivre, je devais me forger jour après jour, heure après heure. Ce matin-là, lorsque la sirène stridente du réveil a percé le dortoir, une partie de moi voulait rester au lit pour échapper aux courses interminables ou aux contrôles qui me faisaient tourner la tête. Mais je ne me suis pas autorisé à m'arrêter. Je me souvenais des regards déçus de mon père, des hochements de tête de James et du silence de Charlotte et Evelyn. Je ne voulais rien leur prouver, mais je devais me prouver que je n'étais pas le soldat médiocre que mon père avait qualifié de moi. Je me suis efforcé de courir plus vite, d'étudier plus tard et de poser des questions en classe, même si je craignais que mes réponses ne me ridiculisent. Petit à petit, j'ai compris que la persévérance n'était pas une option. C'était la seule façon de survivre. J'ai obtenu mon diplôme de l'Académie de l'Air Force dans les 10 premiers de ma promotion. Un exploit dont je n'aurais jamais osé rêver à l'époque. Le jour de la remise des diplômes, sous le soleil de plomb de Colorado Springs, j'ai regardé le drapeau américain flotter sur le terrain de parade. Je n'ai pas cherché ma mère ni aucun membre de ma famille dans la foule. Je savais je ne serais pas là. Mais, mon diplôme à la main, j'éprouvais une fierté discrète qui n'avait besoin de la validation de personne. Pour la première fois, j'ai compris que je n'avais pas besoin de l'héritage Harrington pour prendre conscience de ma valeur. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai été affecté à un escadron de chasse sur la base aérienne de Nelly, dans le Nevada. La première fois que je me suis assis dans le cockpit d'un F-16, mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait exploser. Le moteur rugissait, les vibrations parcouraient le siège. Et lorsque j'ai tiré sur le manche,
la sensation de l'avion qui décollait du sol m'a donné l'impression de me libérer. Non seulement de la gravité, mais aussi de l'ombre de ma famille, des moqueries et des années où je me sentais insuffisant. Le ciel était ma place, là où personne ne pouvait me dire que je ne méritais pas d'être. Mais le ciel n'était pas toujours paisible. En 2008, j'ai été déployé au Moyen-Orient pour des missions de combat en Irak. Ces missions ne ressemblaient à aucune formation à l'académie. Chaque décollage m'apportait la certitude que la moindre erreur pouvait être la dernière. Je me souviens. Une nuit, mon escadron était chargé de soutenir une unité d'infanterie prise en embuscade dans une vallée reculée. Le ciel était d'un noir absolu, éclairé seulement par les éclairs des tirs au sol. Je devais piloter le F-16 à travers des montagnes dangereuses, tandis que la voix pressante du commandant au sol crépitait à la radio. Il nous submerge. Nous avons besoin de vous maintenant. Il n'y avait pas de temps à perdre avec la peur. J'ai verrouillé la cible, largué des bombes guidées par laser et prié pour avoir bien fait. Lorsque la radio a grésillé, cible détruite. Vous nous avez sauvés. J'ai finalement expiré. Ce soir-là, de retour à la base, j'étais assis seul dans ma chambre, les mains encore tremblantes. Non pas à cause du danger, mais à cause de la prise de conscience que je venais d'être responsable de dizaines de vies. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'être soldat ne se résumait pas à piloter. Il s'agissait de porter des fardeaux que ma famille n'aurait jamais pu imaginer. Mes années au Moyen-Orient ont fait de moi une personne différente. J'ai appris à rester calme sous la pression, à prendre des décisions en une fraction de seconde et à affronter la peur sans me laisser dominer. J'ai reçu la Silver Star après une mission où j'ai mené mon escadron sous un feu anti-aérien nourri pour protéger un convoi de secours. Alors que le général me plaquait la médaille sur la poitrine, il m'a dit, « Harrington, vous êtes l'un des meilleurs que j'ai jamais vus. » Ces mots brefs et sincères étaient quelque chose que je n'avais jamais entendu de mon père. Mais au lieu de la fierté, j'ai ressenti une tristesse lancinante. Je voulais que mon père entende ces mots, qu'il sache que je n'étais pas un simple soldat se contentant de moi. Après le Moyen-Orient, j'ai été appelé ou j'étais conseiller politique au Pentagone pour l'armée de l'air. C'était un autre monde. Fini les cockpits et les vols de nuit, juste de longues réunions avec des généraux et des politiciens. J'assistais au briefing du Congrès sur la stratégie aérienne et les zones de conflit, et j'étais invité par le gouverneur de Caroline du Sud à des conférences de haut niveau sur la sécurité. Des hommes en costume coûteux me serraient la main, m'appelant colonel Harrington avec un respect que je ne connaissais pas chez moi. Mais chaque fois que je rentrais dans mon petit appartement de Washington, je me sentais vide. J'avais accompli des choses dont l'adolescente de 16 ans que j'étais n'aurait jamais osé rêver. Alors pourquoi avais-je encore l'impression qu'il me manquait quelque chose? Tandis que je versais ma sueur et mon sang pour gravir les échelons militaires, j'entendais parler de ma famille par les articles de presse et les rares lettres de ma mère. James était désormais vice-président de Landmark Holdings, loué par mon père dans toutes les publications comme un héritier exceptionnel. Charlotte épousa un éminent avocat vivant dans une maison de maître d'une banlieue aisée. Evelyn, la cadette, devint directrice de la communication de l'entreprise, saluée dans les magazines comme une étoile montante du monde des affaires. Ils vécurent sous les projecteurs de mon père, chéri. Comme des pierres précieuses. En lisant ces articles, je n'éprouvais pas d'envie, mais une vague douleur. Je ne voulais pas de leur vie, mais je voulais que mon père me regarde comme il les regardait, ne serait-ce qu'une fois. Ma mère était la seule à garder contact. Ses lettres, écrites d'une écriture douce, étaient brèves mais pleines d'amour. Elle racontait ses journées tranquilles à Charleston, son jardin et comment elle conservait encore le modèle réduit de F-16 que je lui avais fabriqué enfant. Elle n'a jamais mentionné mon père et je ne lui ai jamais posé la question. Mais dans une lettre, elle écrivait, « Adrien, je sais que tu fais de grandes choses. J'espère seulement qu'un jour tu trouveras la vraie joie. » Ces mots m'ont laissé songeur. J'avais survolé des zones de guerre et me trouvais devant les plus puissants du pays. Mais qu'était-ce que la vraie joie? La reconnaissance, l'amour ou la liberté de l'ombre de ma famille? Lorsque j'ai été informé de ma promotion au grade de major général, j'étais au Pentagone, dans un petit bureau surplombant la rivière Ptoak. La lettre de nomination était posée sur mon bureau, le sceau de l'armée de l'air brillant sous la lumière. Je l'ai ouverte, la lisant et la relisant encore et encore, comme pour confirmer que ce n'était pas un rêve. Major général à 42 ans, l'un des plus jeunes généraux de Caroline du Sud. Mais en pliant la lettre, je n'ai pas ressenti la joie que j'espérais. Au lieu de cela, il y avait un vide. J'ai pensé à mon père, à ses paroles,
et je me suis demandé s'il changerait d'avis s'il l'apprenait. Je n'en étais pas sûr. Mais une chose était sûre, je voulais lui faire face, non pas pour me vanter, mais pour lui montrer le chemin parcouru sans lui. Le téléphone a sonné, me tirant de mes pensées. C'était le gouverneur. Adrien, félicitations. Sa voix résonna dans le haut-parleur. Tu es une fierté de la Caroline du Sud. Je veux t'inviter au gala de charité de Landmark Holdings la semaine prochaine. Toutes les personnalités seront là. Tu dois venir. J'ai hésité. Un gala historique, le domaine de mon père, le monde de ma famille, un endroit où je n'ai jamais été le bienvenu. Mais j'ai finalement accepté. Non pas pour la gloire, mais parce qu'une pensée m'a traversé l'esprit. C'était peut-être l'occasion de changer les choses pour montrer à mon père que je n'étais pas un paria. J'ai décidé d'apporter la lettre de nomination comme un cadeau, une façon de dire, « Père, j'ai réussi ». J'ignorais qu'en entrant dans ce gala, j'allais rouvrir une vieille blessure devant des centaines d'yeux, et que mon parcours n'était pas une quête de reconnaissance, mais un lâcher-prise. Debout devant le miroir de mon petit appartement de Washington, je réajustais ma chemise blanche et mon costume sombre. Pas d'uniforme, pas de médaille, rien qui me disait que j'étais colonel de l'armée de l'air, bientôt général de division. Je voulais entrer dans ce gala en tant que Adrien Harrington, non pas comme un symbole militaire, mais comme un fils revenant après des années d'absence. Dans la poche de ma veste, je glissais soigneusement la lettre de nomination pliée dans une simple enveloppe couleur crème. Ce n'était pas un simple bout de papier. C'était de la sueur, du sang, des nuits blanches à l'académie et des missions dans les cieux enfumés du Moyen-Orient. C'était la preuve que j'avais réussi, même si mon père n'y croyait pas. Le vol de Washington à Charleston était court, mais chaque minute me semblait durer 1 heure. Je regardais par le hublot, observant les nuages blancs dériver paresseusement, et je me demandais si je faisais une erreur. Il y a 25 ans, j'avais quitté Charleston avec une valise et la promesse de ne jamais revenir. J'étais de retour, non pas par mal du pays, mais avec le fragile espoir que mon père me verrait différemment. Je ne savais pas trop ce que j'attendais de lui. Des excuses, un hochement de tête, ou juste un regard dénué de mépris. Mais je savais que si je ne l'affrontais pas maintenant, je porterais la question à jamais. Serait-il un jour fier de moi? Tandis que l'avion après mon arrivée, Charleston m'accueillit avec la chaleur humide familière d'un été en Caroline du Sud. J'ai loué une voiture et me suis rendu au palais des congrès où se tenait le gala. Le bâtiment était somptueux, avec ses colonnes de marbre et ses lustres éblouissants, incarnant l'extravagance dont les maisons de prestige affichaient toujours l'éclat. Je me suis garé, j'ai pris une grande inspiration et je suis sorti. La foule s'était déjà massée. Des voitures élégantes étaient alignées. Des hommes en smoking et des femmes en robe du soir défilaient, riant et discutant. Je me sentais dépaysé, comme un étranger dans ma propre ville natale. Dans la salle, l'air vibrait de musique et de lumière. De grandes banderoles arboraient le logo de la maison de prestige avec l'inscription « Gala de charité pour la communauté ». Presse, médias, hauts fonctionnaires. Tout le monde était là, comme le gouverneur l'avait promis. J'ai aperçu James près d'un groupe d'hommes d'affaires, son sourire suffisant inchangé. Charlotte et Evelyn étaient dans un autre coin, discutant avec des femmes en robes scintillantes. Mon père, Edmund Harrington, se tenait au centre, grand et imposant, serrant des mains comme un roi, saluant ses sujets. Ma mère se tenait à ses côtés, son sourire doux mais forcé. Je n'étais pas sûr qu'elle sache que je serais là. J'ai choisi un coin tranquille près du bar où je pouvais observer sans attirer l'attention. Quelques personnes m'ont reconnu, m'ont salué d'un signe de tête, mais j'ai répondu brièvement, ne voulant pas attirer l'attention. J'attendais le bon moment pour m'approcher de mon père, lui remettre la lettre de nomination et prononcer les mots que j'avais répétés toute la semaine. Je l'ai fait, père. Je n'ai pas besoin de votre fierté, mais je veux que vous le sachiez. Mais alors que je répétais ces mots dans ma tête, une voix familière m'a interrompu. Colonel Harrington, je ne pensais pas que vous viendriez. Le gouverneur, vêtu d'un élégant costume gris, s'est approché avec un large sourire. Il m'a serré la main, sa main ferme et chaleureuse. Vous êtes l'un des plus jeunes généraux que cet État ait jamais produit. Je suis fier de vous avoir invité ici. Merci, monsieur, ai-je répondu en essayant de garder une voix posée malgré mon cœur battant. Je voulais juste être ici. Juste être ici. Le gouverneur a ri de bon cœur. Vous êtes trop modeste, Adrien. Tu es la fierté de la Caroline du Sud, pas seulement de l'armée de l'air.
Tu devrais être sur scène pour faire connaître ton travail. J'ai esquissé un sourire crispé en secouant la tête. Je ne suis pas doué pour les projecteurs, monsieur. Il m'a tapé sur l'épaule et m'a entraîné vers un groupe de personnes, des fonctionnaires et des hommes d'affaires que j'avais reconnus lors de conférences sur la sécurité. Ils m'ont salué avec respect, m'interrogeant sur mes campagnes au Moyen-Orient et mon travail au Pentagone. J'ai répondu brièvement, mais je pensais à mon père. Il était là, non loin, et pourtant, son regard n'avait pas croisé le mien. Je me suis demandé s'il savait que j'étais là, ou s'il s'en fichait tout simplement. Lorsque le programme a commencé, le maître de cérémonie est monté sur scène pour présenter les contributions de Landmark Holdings à la communauté. Des applaudissements ont fusé et mon père est monté sur scène. Il portait un smoking noir, ses cheveux argentés soigneusement peignés, sa voix grave et autoritaire. Au début de son discours, il a évoqué l'héritage de Landmark, ses gratte-ciel, ses complexes hôteliers et ses projets caritatifs. Il mentionna James, Charlotte et Evelyn, les qualifiant de dignes héritiers et de fierté de la famille Harrington. La foule applaudit à nouveau, et une vive douleur me transperça la poitrine. Mon nom ne fut pas mentionné, pas une seule fois. Le gouverneur, debout à côté de moi, se pencha. « Tu ne vas pas là-haut, Adrien ? Ton père devrait savoir que tu es là. » Je secouai la tête à voix basse. « Je lui parlerai plus tard, monsieur. » Mais soudain, comme un coup de poignard, la voix de mon père traversa le micro, nette et claire. « Ce soir, je veux parler de ma famille. Je suis fier de ce que nous avons construit, de mes enfants, James, Charlotte, Evelyn, qui ont fait la gloire du nom Harrington. Mais il y a un enfant que je ne veux pas voir ici ce soir. C'est une honte. Un moins que rien qui a choisi la voix d'un humble soldat, se faufilant ici pour attirer l'attention, pour implorer les faveurs de gens comme le gouverneur. » La salle tomba dans un silence étouffant, comme si l'air était étouffé. J'avais été aspiré. Je restais là, à quelques mètres de la scène, sentant tous les regards dans la vaste salle me scruter. Nul besoin de prononcer mon nom. Tout le monde savait de qui il parlait. Le gouverneur à côté de moi se figea, la bouche légèrement ouverte comme pour protester. Je vis ma mère, dans le coin le plus éloigné, se tenir la poitrine, les yeux écarquillés, me cherchant dans la foule. James, Charlotte et Evelyn jetèrent des regards autour d'eux pour me repérer. Mais cela m'était égal. La douleur aiguë dans ma poitrine couvrait toute raison. Ce n'était pas l'humiliation qui faisait mal. C'était la vérité, après toutes ces années, mon père me considérait toujours comme une tache sur la réputation de la famille. Je pris une grande inspiration, essayant de calmer mon rythme cardiaque. Chacun de ces mots était un coup de massue, fracassant de vieux souvenirs. Les nuits où je restais assis en silence à table. Les fois où j'essayais de partager mes rêves, pour n'être accueilli que par un hochement de tête glacial. Un humble soldat, sans avenir. Ces mots résonnaient dans mon esprit, non seulement dans sa voix maintenant, mais aussi dans des dizaines d'instants du passé. Ceci mais avec le temps, c'était différent. Je n'étais plus le garçon de 16 ans qui glissait des livres d'aviation dans la chambre de Madame Rose. Je n'avais plus besoin de son approbation. J'étais Adrien Harrington, colonel de l'armée de l'air, bientôt général de division, qui avait survolé les champs de bataille et s'était présenté devant le Congrès. Et je ne le laisserai plus me définir. J'ai posé une main sur l'épaule du gouverneur, secouant la tête lorsqu'il a ouvert la bouche pour parler. « Pas besoin, monsieur, » ai-je dit d'une voix basse mais ferme. « Laissez-moi faire. » Il m'a regardé, surpris et inquiet, mais a hoché la tête et a reculé. Je suis sorti de l'ombre, sentant le parquet sous mes pieds. Chaque pas était une déclaration silencieuse. La salle restait silencieuse, seul le bruit de mes chaussures résonnait, constant et clair. Je n'ai pas regardé mon père, ni la foule, ni les flashs des appareils photo. J'ai regardé droit devant, là où les lumières de la scène m'attendaient. Alors que je montais sur l'estrade, le présentateur m'a rapidement tendu le micro, les yeux perplexes. Mon père se tenait là, à moins de 2 mètres, le regard perdu. J'étais glacial, mais j'ai aperçu une lueur, peut-être surpris d'avoir osé apparaître. J'ai tenu le micro, sentant son poids dans ma main, et l'espace d'un instant, je me suis retrouvé dans le cockpit du F-16, me préparant à une mission sans retour en arrière. Ce n'était pas un champ de bataille, mais ce n'en était pas moins périlleux. Je savais que ce que je dirais ensuite allait tout changer, non seulement pour mon père, mais pour moi aussi. J'ai pris une inspiration et j'ai commencé, d'une voix lente mais claire, résonnant dans la salle.
l'honneur ne se quémande ni ne s'achète. C'est quelque chose que l'on gagne chaque jour par chaque choix, chaque action. Je suis venu ici ce soir non pas pour attirer l'attention, ni pour me vanter, mais pour offrir un cadeau, non à quelqu'un d'autre, mais à cette famille. J'ai sorti l'enveloppe de la poche de ma veste, la lettre de nomination au grade de major soigneusement glissée à l'intérieur. Je l'ai déposée sur la table devant mon père avec délicatesse, comme s'il s'agissait d'une lettre d'il y a longtemps, écrite par le garçon qui espérait autrefois être vu. Ceci est ma nomination au grade de major, ai-je dit en le regardant droit dans les yeux. Pour la première fois cette nuit-là. J'ai cru un jour que tu serais fier. Mais aujourd'hui, je veux juste que tu saches. Je croyais faire partie de cette famille. Peut-être avais-je tort. La salle resta silencieuse, mais je sentis un changement dans l'air, comme une tempête qui se préparait. Mon père baissa les yeux vers l'enveloppe, mais ne la toucha pas. Ses lèvres se pincèrent, et je vis sa main trembler légèrement. Non pas d'émotion, mais peut-être de colère ou de honte. Je n'attendis pas sa réponse. Je me retournai, quittai la scène et me dirigeai droit vers la porte. Personne ne m'arrêta. Personne ne parla. Mais en poussant les portes de la salle, j'entendis des murmures comme de petites vagues avant une vague de marée. Je sortis, enveloppé par la fraîcheur nocturne de Charleston. Je ne me retournai pas, mais je savais que mon père avait ouvert l'enveloppe. Je savais qu'il avait vu le sceau de l'armée de l'air, lu les mots confirmant que moi, le modeste soldat, j'étais l'un des plus jeunes généraux de l'État à 42 ans. Je n'avais pas besoin d'attendre pour voir sa réaction. Je n'avais pas besoin d'excuses ni de reconnaissance. À cet instant, debout sous un ciel étoilé, je me suis senti léger, comme si je m'étais enfin débarrassé d'un fardeau que je portais depuis 25 ans. Je me suis dirigé lentement vers la voiture de location, la musique de la salle résonnant encore faiblement, déformée par le murmure croissant des voix. Je n'avais pas besoin de rester pour savoir ce qui se passait. Je pouvais l'imaginer. L'expression de mon père, peut-être stupéfaite, peut-être furieuse, lorsqu'il a réalisé que le fils qu'il venait d'humilier devant des centaines de personnes n'était pas seulement un simple soldat, mais quelqu'un que même le gouverneur respectait. Je suis monté dans la voiture, j'ai démarré et je suis parti, laissant derrière moi les lumières scintillantes du palais des congrès. Mais au fond de moi, je savais que l'histoire ne s'arrêterait pas avec mon départ. La tempête avait commencé et elle allait emporter des monuments historiques et mon père. Dans la salle, le silence que j'avais laissé derrière moi s'est rapidement brisé. Je n'étais pas là pour le voir, mais les personnes présentes ont raconté la scène plus tard par des appels téléphoniques, des messages et les articles parus le lendemain matin. Alors que je franchissais la porte, le gouverneur est intervenu. Il monta sur scène. Son visage se durcit, n'arborant plus le sourire amical qu'il m'avait adressé plus tôt. Il prit le micro, sa voix basse mais tranchante comme une lame fendant l'air étouffant. Je suis venu ici ce soir dans l'espoir d'être témoin de la générosité et de l'humanité de Landmark Holdings, dit-il. Mais ce que je viens de voir est une insulte inacceptable à un homme qui a servi ce pays avec courage et honneur. Je me suis peut-être trompé sur les valeurs que cette famille incarne. Il parla avec détermination et quitta la scène immédiatement après. Les murmures commencèrent à se propager comme des flammes léchant un champ asséché. Les invités, des donateurs aux hauts fonctionnaires, échangèrent des regards perplexes. Certains quittèrent leur table en silence, comme s'ils ne voulaient pas rester liés à un événement souillé par les paroles de mon père. Un PDG d'un grand fonds d'investissement, que j'avais reconnu lors de conférences sur la sécurité, se leva et parla assez fort pour que la salle l'entende. Nous ne faisons pas affaire avec des gens qui déshonorent les héros de notre nation. Il sortit, suivi de son entourage, laissant des tables vides et des regards stupéfaits. Réveil. Les journalistes, toujours prompts à flairer le drame, griffonnaient frénétiquement. Les flashs des appareils photo ont immortalisé mon père debout sur l'estrade, tenant toujours l'enveloppe que j'avais laissée, le visage pâle, dépouillé de la présence imposante qu'il avait au début de son discours. Ma mère, dans le coin le plus éloigné, baissait la tête, les mains crispées comme pour contenir la douleur. James, Charlotte et Evelyn se tenaient à proximité, figés comme des marionnettes dont les fils auraient été coupés. Ils ne savaient ni quoi faire ni quoi dire, et peut-être pour la première fois de leur vie, ils sentaient que les projecteurs de la famille Harrington ne les protégeaient plus. Un autre donateur important, qui avait promis des millions au projet caritatif de Landmark, s'est levé et est parti sans un mot. D'autres ont suivi et bientôt la salle est devenue un théâtre de chaos. Les murmures se sont transformés en disputes. Les poignées de main polies en escalier froid.
Un journaliste du Charleston Post m'a raconté plus tard avoir entendu un fonctionnaire municipal dire à un collègue, « Edmund Harrington vient de se tirer une balle dans le pied pour avoir insulté un général devant le gouverneur. » Un autre a répondu, « Landmark Holdings va le payer cher. » Et ils avaient raison. Le lendemain matin, alors que j'étais assis dans ma chambre d'hôtel, sirotant un café en admirant les rues de Charleston, mon téléphone vibrait sans arrêt. Les messages affluaient de vieux amis, de collègues du Pentagone, et même de journalistes que j'avais rencontrés. Les gros titres des médias en ligne commençaient à apparaître. Un magnate milliardaire humilie son fils, héros de guerre, lors d'un gala de charité. Un autre rocher disait, Edmund Harrington traite son fils de simple soldat, ignorant qu'il est le plus jeune général de division de l'État. Chaque gros titre était un coup de poignard, non pas contre moi, mais contre l'empire que mon père avait passé sa vie à bâtir. Je n'ai pas lu tous les articles. Je n'en avais pas besoin. Je savais que ce qui s'était passé la nuit dernière n'était pas seulement un moment d'embarras pour mon père. C'était une faille dans la façade impeccable de Landmark Holdings, une fissure irréparable. Les partenaires se sont retirés, les donateurs ont annulé leurs promesses de dons, et les réseaux sociaux ont propagé l'histoire à une vitesse fulgurante. Une vidéo enregistrée secrètement sur le téléphone d'un invité a fait surface sur YouTube. Elle capturait le moment où j'ai déposé l'enveloppe devant mon père et suis parti. La légende disait, voici comment un soldat répond à l'humiliation avec honneur et silence. La publication a été partagée des milliers de fois, accompagnée de commentaires qualifiant mon père d'arrogant et moi de héros silencieux. Ce jour-là, l'action Landmark Holdings a commencé à chuter. Un article du Wall Street Journal analysait comment le scandale du gala avait ébranlé la confiance des investisseurs, qui considéraient autrefois Landmark comme un symbole de stabilité. L'arrogance d'Edmund Harrington a mis l'entreprise dans une situation précaire. L'article déclarait, insulter un général, et surtout son propre fils, devant des responsables et des partenaires est une erreur irréparable. Des partenaires majeurs, des fonds d'investissement aux promoteurs immobiliers, ont commencé à se retirer des projets signés avec Landmark. Un conglomérat immobilier d'Atlanta, qui s'était engagé dans un projet de complexe hôtelier de plus de 100 millions de dollars, a annoncé l'annulation de son contrat, invoquant des différences de valeurs éthiques. Le conseil d'administration de Landmark Holdings, habituellement inféodé à mon père, a commencé à s'exprimer. J'ai appris qu'une réunion d'urgence avait eu lieu le lendemain du gala, pour la première fois dans l'histoire de l'entreprise. Ils ont exigé que mon père envisage de démissionner de son poste de président. Nous ne pouvons pas laisser l'entreprise entière payer le prix d'un moment d'inconscience. La déclaration d'un membre du conseil d'administration, divulguée par courriel interne, déclarait, mon père, qui s'était toujours vanté d'avoir bâti Landmark à partir de rien, a dû se sentir trahi. Mais il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. Au sein de la famille, le chaos était encore plus profond. James, mon frère aîné et bras droit de mon père, a tenté de sauver la situation lors d'une émission de télévision locale. Il débitait des platitudes sur les malentendus et la complexité de la dynamique familiale, mais personne n'y croyait. Le public, déjà enflammé sur les réseaux sociaux, le qualifiait d'héritier hypocrite et lâche. Charlotte et Evelyn, les filles chéries de mon père, gardaient le silence. Elles ne parlaient pas à la presse et ne publiaient rien sur X. Je les imaginais dans leur luxueux appartement, lisant tranquillement les commentaires cinglants sur notre famille, incertaine de la conduite à tenir alors que la visibilité sur laquelle elle comptait commençait à s'estomper. Ma mère fut la seule à me contacter. Ce matin-là, elle m'envoya un bref message. Adrienne, je suis désolé. Je suis fier de toi. Je l'ai toujours été. J'ai fixé le message, ressentant une pointe de douleur, non pas de colère envers elle, mais de tristesse, sachant qu'elle était tiraillée entre son amour pour moi et sa loyauté envers mon père. J'ai répondu, merci, maman. Je vais bien. Et j'étais non pas parce que j'avais gagné, mais parce que je suis reparti avec ma dignité intacte. Mais je savais qu'elle n'allait pas bien. C'était la femme qui avait toujours essayé de tenir notre famille ensemble, et maintenant elle regardait la fracture de l'intérieur. Surpris. J'ai appelé une réunion de famille juste après le gala, criant à mes frères et sœurs dans une salle de réunion fermée. Tu me laisses tirer dans le pied, cria-t-il, comme si ce sont eux qui se tenaient sur cette scène et prononçaient ces mots. Mais James, Charlotte et Evelyn se sont simplement inclinés. Ils avaient passé leur vie à l'ombre, s'appuyant sur sa richesse et sa réputation, et ils n'ont pas osé repousser. Alors que le point de repère s'enfonçant en crise, je me suis préparé à quitter Charleston pour décès.
Je ne me sentais pas triomphant ou joyeux en sachant que mon père payait un prix. Je ne ressentais qu'un étrange vide. J'avais une fois rêvé du jour où il me regardait avec fierté, mais maintenant j'ai réalisé que cela n'avait plus d'importance. Mon père pourrait perdre sa réputation, ses partenaires, le respect du public. Mais j'avais trouvé quelque chose qu'il ne pouvait jamais emporter, mon respect de soi. Alors que je faisais ma valise, j'ai soudain pensé que je devrais écrire une lettre à mon père, non pas pour lui en vouloir, mais pour fermer ce chapitre. Je voulais qu'il comprenne que peu importe à quel point il a essayé, il ne pouvait plus me définir. Je voulais qu'il sache que je n'étais plus le garçon debout le coin de la maison, attendant un coup d'œil de lui. J'étais venu trop loin pour en avoir besoin. J'ai pris un stylo, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à écrire. Mon écriture était lente, chaque mot comme un pas attentif sur un chemin, j'avais parcouru toute ma vie. Cher père, vous avez dit une fois que la valeur d'une personne était mesurée par des chiffres. Revenus, bénéfices, les gratte-ciel que vous avez construits. Vous avez vécu votre vie à prouver cela. Et peut-être pour vous, c'est la vérité. Mais pour moi, la valeur n'est pas trouvée dans des choses qui peuvent être comptées. Cela réside dans la façon dont les gens se souviennent de vous quand vous êtes parti, dans ce que vous laissez dans le cœur des autres. J'espérais une fois qu'un jour vous me regarderiez et que vous voyiez quelque chose qui vaut la peine d'être fier. Je pensais que si j'essayais assez fort, volais assez haut, gagnais suffisamment de médailles, vous cessez de m'appeler un soldat modeste. Mais hier soir au gala, j'ai réalisé que je n'avais plus besoin que vous fassiez ça. Je n'ai pas besoin de votre pardon parce que je n'ai rien à expliquer. Je veux juste que tu saches que je suis une fois croyais que je faisais partie de cette famille. Même si cette famille n'a jamais vraiment eu de place pour moi, je n'écris pas cette lettre pour vous blâmer. J'écris pour dire au revoir, pas à vous, mais aux années que j'ai passées à essayer de gagner votre reconnaissance. J'ai trouvé mon chemin, pas dans les bureaux opulents du point de repère, mais dans le ciel. Dans les nuits, j'ai volé dans les champs de bataille, dans les moments où je savais que j'avais sauvé des vies. C'est ma valeur. Et personne, pas même vous, ne peut enlever cela. J'espère qu'un jour vous comprendrez ce que signifie vraiment le respect de soi. Ne se tenant pas en haut en regardant vers le bas, mais debout, même lorsque personne n'applaudit. Je ne m'attends pas à ce que vous changez parce que je sais que vous ne le ferez pas. Mais j'espère qu'une fois que vous regardez en arrière et vous demanderez si vous aviez raison de me pousser de votre vie. Votre fils, Adrien. J'ai plié la lettre et l'ai placée dans une enveloppe blanche ordinaire. Pas de phoque, pas d'embellissement. J'ai écrit l'adresse de la maison de Charleston, sachant que ma mère la recevrait en premier. Je ne savais pas si mon père lira ça ou déchirer le moment où il a vu mon nom. Mais cela n'avait plus d'importance. Cette lettre n'était pas un plaidoyer ou une accusation. C'était une déclaration que je m'étais retrouvée et je n'avais pas besoin de sa validation pour continuer à avancer. J'ai quitté l'hôtel et j'ai pris les limites du bureau de poste le plus proche. Quand je l'ai remis au greffier, une jeune femme avec un sourire amical, a-t-elle demandé. Quelque chose d'important ici, monsieur? J'ai souri et j'ai secoué la tête. Juste une lettre, dis-je. Mais à l'intérieur, je savais que c'était plus. C'est ainsi que j'ai fermé 26 ans de blessures, d'espoir et de rêves insatisfaits. En retour à DC, je suis passé dans les rues familières de Charleston, celles que je traversais en tant que garçon rêvant d'avion. J'ai vu la silhouette de la grande maison de la famille dans le rétroviseur, mais je ne me suis pas arrêté. Je n'en avais pas besoin. La lettre avait parlé pour moi, et maintenant je pouvais quitter Charleston, ma famille et mon père derrière. À l'aéroport, mon téléphone a bourdonné. Un message d'un collègue du Pentagone. Adrien, ça va? Le monde entier parle de vous. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé par la fenêtre, en regardant un avion décoller, laissant une séquence blanche à travers le ciel. J'ai souri. Le monde pouvait dire ce qu'il voulait, mais je savais qui j'étais, et c'était tout ce qui comptait. Plus tard, j'ai appris que lorsque la lettre a atteint mon père, il était assis seul dans son bureau, le lisant en silence. Il n'a pas crié ni déchiré comme je l'avais imaginé. Il l'a simplement pliée, l'a placée dans son tiroir de bureau et l'a fermée. Je ne sais pas ce qu'il ressentait. Honte, regret ou simplement vide. Mais je n'avais pas besoin de savoir. La lettre n'était pas censée le changer. C'était destiné à me libérer. Dans les jours qui ont suivi, j'ai entendu dire que les avoirs historiques avaient continué à faire face à des troubles. Des articles ont continué à apparaître, mais j'ai cessé de les lire.
Je n'avais pas besoin d'en savoir plus sur l'effondrement de l'empire que mon père avait construit. Je savais seulement que même s'il avait du mal à sauver sa réputation, je commençais un nouveau chapitre, un plus hanté par l'ombre de la famille Harrington. Je suis retourné à DC, me préparant à ma cérémonie officielle de promotion générale du major général. J'ai pensé à ma mère, à ses lettres et à la façon dont elle avait toujours cru en moi, même si elle ne l'a jamais dit devant mon père. J'ai pensé à Madame Rosa, qui m'a dit que mon cœur appartenait au ciel. Et j'ai pensé à moi, le garçon qui se tenait autrefois sous les stars de Charleston, rêvant du jour où il vole. J'avais volé non seulement dans le ciel, mais par la douleur, le doute et les insultes. Et maintenant j'étais libre. DC m'a accueilli avec le froid croustillant de l'automne, ses rues bordées de chênes et de la lumière du soleil pâle se répandant sur les trottoirs. Je suis retourné dans mon petit appartement dépourvu de tapis persans ou de lustres en cristal. Juste une étagère remplie de manuels d'aviation et d'une photo encadrée de moi dans un cockpit F-16. Un sourire rare sur mon visage. Je me suis assis dans ma valise, j'ai ouvert la fenêtre et laissé l'air frais inonder. Charleston, avec tout ce qui s'est passé au gala, nous ressemblait maintenant à un souvenir lointain, comme un rêve que j'avais réveillé. La lettre que j'ai envoyée à mon père, ces derniers mots que je lui ai écrits, avaient clôturé un long chapitre de ma vie. Je n'attendais plus sa réponse, n'espérais plus un signe de tête ou un fier regard. J'avais trouvé la liberté, non pas dans sa reconnaissance, mais en réalisant que je n'en avais pas besoin. La cérémonie de promotion générale du major général a eu lieu dans une modeste salle à Andrews Air Force Base, loin de la grandeur de galas de Charleston. Pas de presse, pas de caméras clignotantes, juste des collègues, des soldats et des gens qui ont vraiment compris le sens de l'étoile d'argent sur mon épaule. Lorsque le président général a épinglé le rang de mon uniforme, il m'a serré la main et a dit « Adrien, vous nous avez rendus fiers ». Ces mots simples et sincères m'ont touché plus profondément que tout éloge de mon père. J'ai regardé autour du couloir, voyant les visages de ceux qui m'avaient volé avec moi à travers des champs de bataille, qui m'avaient vu échouer et se lever à nouveau. Et je savais que c'était ma vraie famille, pas liée par le sang, mais par les valeurs que nous partagions. Après cérémonie, j'ai reçu une lettre de ma mère. Elle n'a pas mentionné mon père, le gala ou la tourmente à Landmark Holdings. Elle n'a écrit que sur son jardin, les aélas fleuris et comment elle a gardé le modèle F-16 que j'avais fait d'enfant sur son bureau. « Tu es ma lumière, Adrien », a-t-elle écrit. « Où que tu ailles, je suis là. » En lisant ces mots, j'ai senti une chaleur s'infiltrer dans mon cœur. Je lui ai envoyé un texto quelques lignes. « Je t'aime, maman. Je vais visiter bientôt. » Je n'ai pas promis quand, mais je savais que je garderais ma parole. Pas pour Charleston, mais pour elle. J'ai décidé de déménager près de l'Air Force Academy à Colorado Springs où mon voyage a commencé. J'ai été invité à servir de conseiller honoraire, partageant mes expériences avec des jeunes cadets qui ont porté les mêmes rêves que je faisais. Débordant de passion, prêt à faire face à un défi pour atteindre le ciel. Aclissant son épaule. Il y a une chose à apprendre, c'est ça. Ne laissez personne définir qui vous êtes. Vous seul savez où vous appartenez. L'histoire du gala de Charleston s'attardait, non seulement sur les réseaux sociaux, mais dans les conversations au Pentagone. Certains collègues m'ont appelé un héros silencieux, mais je ne me souciais pas du titre. Je n'étais pas un héros et je n'étais pas silencieux. J'étais juste un homme qui a choisi de vivre fidèle à lui-même, même si cela signifiait marcher seul. Des articles sur Landmark Holdings ont continué à apparaître, détaillant comment les actions de l'entreprise ne s'étaient toujours pas rénovées, comment mon père a dû semer le siège du président à James dans une tentative désespérée de récupérer sa réputation. Je n'ai pas suivi de près, mais j'ai entendu que mon père apparaissait moins en public, et quand il l'a fait, il ne m'a jamais mentionné ni le gala. Peut-être qu'il avait appris à rester silencieux comme je l'avais fait autrefois. Je ne sais pas s'il a relu ma lettre ou a jamais réfléchi à ce que j'ai écrit. Une partie de moi espérait qu'il le ferait, mais une partie plus grande ne s'en souciait plus. J'avais passé trop d'années à attendre quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. Maintenant, je voulais juste vivre, ne pas prouver quoi que ce soit, mais pour savourer les jours où je pouvais encore voler, rester sous le ciel et sentir que je lui appartienne. Une nuit, assise sur le balcon de mon nouvel appartement à Colorado Springs, regardant les étoiles scintillantes au-dessus des montagnes rocheuses, j'ai pensé au jeune Adrien, le garçon qui allait sur l'herbe à Charleston, rêvant de vol. Ce garçon avait parcouru un long chemin, non seulement à travers un ciel rempli de fumée, mais par la douleur et le doute. Il avait appris que parfois, vous devez aller loin. Pas pour que les autres vous remarquent,
mais cesse de cesser d'être mal vu. J'ai siroté mon café, en sentant le vif frisson du Colorado. Mon téléphone a bourdonné. Un message de ma mère avec une photo de son jardin vibrant avec Ailas. En pensant à toi, a-t-elle écrit. J'ai souri, répondant, en pensant à toi aussi. Puis j'ai levé les yeux vers le ciel où un avion a laissé une légère séquence de lumière. Je n'avais pas besoin d'être là-haut pour savoir que j'y appartenais. J'avais trouvé la liberté, pas en échappant à l'ombre de mon père, mais en réalisant que cela ne m'avait jamais vraiment défini. Mon histoire ne se termine pas avec une victoire triomphante ou une fin parfaite, mais avec la paix. Certains fils doivent aller loin, pour ne pas être vus, mais cesser d'être mal vus. Et moi, Adrien Harrington, avais trouvé mon chemin, pas sous les projecteurs de Hallmark Holdings, mais sous le vaste ciel, où j'avais toujours appartenu.